Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Je l'ai dit, cette émission est la dernière de l'année 2018 et elle nous permet de jeter un regard sur ces 12 derniers mois. Qu'est-ce qui a véritablement marqué le continent africain en termes d'événements politiques, en termes de rendez-vous électoraux? On en parle après ce sujet rétro signé Mariama Dramé. L'année 2018 aura été riche en événements politiques sur le continent. Pas moins de 10 élections présidentielles, dont quasiment aucune n'a été l'occasion de conflits violents. Qualifiées pour la plupart de paisibles, elles ont permis plusieurs alternances politiques sur le continent. C'est George Weah du Libéria qui ouvre le bal de l'alternance démocratique sur le continent en prêtant serment le 22 janvier 2018 devant 35 000 personnes et une dizaine de chefs d'État. 3 semaines plus tard, Cyril Ramaphosa prend les rênes de l'Afrique du Sud après la démission de Jacob Zuma, englué dans des scandales à répétition. La Sierra Leone connaîtra à son tour une alternance démocratique avec l'élection le 7 mars 2018 de Julius Maada Bio, après que son prédécesseur Ernest Bai Koroma a renoncé à modifier la Constitution pour un 3e mandat. Sans surprise, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, lui, se fait réélire en Égypte le 2 avril pour un second mandat. Dans le même temps, Abiy Ahmed, 42 ans, prend la tête de l'Éthiopie en tant que Premier ministre après plusieurs mois de tensions plus ou moins violentes et fera élire plus tard Sahle-Work Zewde comme la première femme présidente de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie. Au Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe tombé en novembre 2017, remporte la présidentielle du 3 août avec 50,8% des suffrages. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta obtient le 12 août 2018 67,17% des suffrages et entame un second mandat non sans la contestation de son opposition qui dénonce des fraudes. Comme son homologue malien, le président Paul Biya du Cameroun obtient une large victoire à la présidentielle du 7 octobre 2018 avec 71,28% des voix et entame un nouveau septennat placé sous le signe de l'unité du Cameroun. Ce 19 décembre, les Malgaches se sont à nouveau rendus aux urnes pour départager au second tour l'ancien président Marc Ravalomanana et Andra Joel, l'homme qui l'a renversé en 2009 à la suite de grandes manifestations. Initialement prévue le 23 décembre 2018, la présidentielle en République démocratique du Congo aura finalement lieu le 30 décembre de cette année. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Brice Nzamba, 10 élections présidentielles sur le continent en 2018 et la grande innovation nous vient de Madagascar où le président candidat à sa succession a démissionné pour faire campagne à armes égales avec ses concurrents. Qui peut douter encore de la maturité politique de l'Afrique? Écoutez, je ne sais pas si on peut déjà parler de maturité, mais je dirais qu'il y a une bonne maturation. Sans violence. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a moi, je dirais que tout à fait qu'à la fin du XXe siècle, on a eu une première poussée démocratique en Afrique avec les conférences nationales, avec le multipartisme, avec les premières élections partout. Et dans certains pays, on a eu une résistance, c'est-à-dire qu'il y a une résistance à cette poussée. Il faut dire que les hommes politiques ont quelque part trouvé ou ont cru trouver une parade à cet engouement pour la démocratie, notamment avec les changements de constitution à la va-vite, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même un principe qui est acquis. Ce principe acquis, c'est que la démocratie est devenue incontournable sur le continent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne électorale. C'est-à-dire que personne ne peut plus aujourd'hui nous dire que je suis là parce que j'ai décidé et qu'il n'y aura même pas d'élection, même des semblants d'élection. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas démocrates sont obligés de passer quand même par les urnes. Donc c'est un pas important. Alors la deuxième partie, moi je pense qu'il appartient maintenant aux organisations non gouvernementales, à la société civile, de rester vigilant, de s'organiser pour que l'espace d'expression démocratique qui est de plus en plus important en Afrique s'élargisse davantage. Puisque l'homme politique, en tout cas en Afrique, ne cède pas de sa propre volonté. Voilà. Donc il faut les aider. Nous devons aider les hommes politiques africains à devenir des vrais démocrates. Et c'est là, cette tâche appartient à tous les Africains du continent, à tous les Africains partout, de la diaspora, de s'organiser dans le cadre des associations, des organisations non gouvernementales, pour faire en sorte que la démocratie
démocratie électorale devienne effective. Et aussi, nous devons aussi espérer qu'il y aura des magistrats courageux, des magistrats libres dans le cadre des conseils constitutionnels qui auront le courage de pouvoir dire le droit et de dire précisément qui c'est qui l'a emporté. Donc l'année 2012, je peux dire que 2018 pardon, ça a renforcé le sentiment que la démocratie, et pas le sentiment, la réalité démocratique en Afrique. Donc aujourd'hui, on ne peut plus prétendre rester aux affaires sans pour autant sacrifier au rituel des élections. Et on le voit concrètement, il y a moins en moins de coups d'État ou quasiment pas. On ne prend plus les armes, ça passe par... Mais il y a des coups d'État électoraux. À côté donc, de ces 10 élections présidentielles qui, pour la plupart ou quasiment, se sont déroulées sans violence majeure, vous avez des chefs d'État qui ont renoncé tout simplement à modifier la Constitution pour un troisième mandat. Vous avez Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone, Yann Kama du Botswana, Mohamed Abdelaziz de la Mauritanie et Issoufou Mahamadou du Niger. Ils ont, alors qu'ils en ont la possibilité, décidé tout simplement de laisser leur constitution sans la modifier. Là aussi, il y a un ancrage démocratique qui prend corps. Oui, l'Afrique progresse parce que l'erreur que nous commettons souvent, c'est de juger l'Afrique avec comme étalon l'Europe. Or, les pays d'Europe, c'est des vieilles démocraties. Pour atteindre le niveau qu'ils ont, il faut 1000 ans, 2000 ans. On ne va pas juger des jeunes États de 60 ans. 60 ans, c'est un État bébé. Aujourd'hui, sur le plan politique, les États-Unis, c'est un pays jeune. À peine un peu plus de 2 siècles, c'est un pays jeune. Donc, ceux qui jugent l'Afrique avec comme étalon l'Europe sont très sévères. C'est des États jeunes. Ça, c'est la première des choses. Et on remarque une certaine disparité dans la classe. Les pays anglophones avancent bien sur le plan politique et sur le plan économique. Et sur le plan... Les pays francophones, c'est un peu à la traîne. Mais c'est en voie quand même. C'est en voie. Alors, il faut préciser au centre de l'Afrique. Il faut préciser. Alors, au centre, le centre de l'Afrique, c'est le ventre mou de l'Afrique, sur tout le plan. Hier, j'ai même vu la carte d'accès à l'Internet sur le monde. La région la moins avancée du monde avec un accès à 19%, une couverture à 19% d'Internet dans le monde, c'est l'Afrique centrale. Là, il y a beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Parce que l'accès à des nouvelles technologies participe aussi à la vitalité. Et on le voit d'ailleurs au Rwanda où même dans les transports en commun, vous avez le wifi. La connexion. Bien sûr. Et aussi quand on est en train de parler de constitution, mais il faut aussi savoir que la constitution, ce n'est pas quelque chose qui doit rester statique. La constitution doit être faite aussi par rapport au contexte. Oui, et mais pas au profit d'un individu. Non, justement, pas au profit d'un individu. Et au Rwanda, la constitution a été modifiée, pas par Kagame, mais par un référendum, qui est la meilleure voie pour montrer les attentes du peuple. Et justement, puisque j'entends beaucoup de personnes dire « oui, il a modifié la Constitution », c'est le peuple qui a demandé cette modification pour pouvoir le permettre de continuer à mener à bien sa vision qui profite au Rwanda. Ce qu'on peut relever aussi, c'est que le continent se pacifie. Nous venons de passer 12 mois. Il y a moins de guerre civile, tout à fait. Sans conflit véritable. Même le Soudan du Sud arrive avec Riek Machar. Et surtout la réconciliation Éthiopie-Érythrée, ça c'est le plus grand pas qu'il faut mais vraiment saluer sur le plan continental. Alors ce que nous souhaitons, c'est que le Congo démocratique, notamment l'Est, se pacifie davantage. Voilà, c'est le souhait, c'est le souhait de cette fin d'année. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait déjà des élections libres et transparentes au Congo démocratique, qu'il y ait un chef d'État qui soit élu et qu'il prenne ses responsabilités. Comment ne pas revenir sur le cas éthiopien, 105 millions d'habitants, un jeune homme, 41 ans, prend la tête de ce pays, Ahmed Abiy, il n'a que 41 ans, et il réussit à faire élire la première femme de l'histoire de l'Éthiopie, présidente de la République. Mais il a fait mieux. Il compose, et pour la première fois, un gouvernement paritaire, 10 hommes, 10 femmes, et le puissant ministère de la Défense revient à une femme. C'est une femme aujourd'hui qui met aux ordres les forces armées éthiopiennes, et le puissant ministère de l'Intérieur et des services de renseignement revient également à une femme. Là aussi, c'est une innovation. Oui, mais il faudrait quand même, j'ai le sentiment, il faudrait quand même qu'on interroge aussi notre histoire, l'histoire africaine. Il faut dire que l'histoire africaine a connu beaucoup des reines, beaucoup d'exemples des femmes qui ont exercé le pouvoir. On a eu aussi il y a des exemples des femmes qui ont été des grands chefs militaires. Notamment
Voilà, voilà, exactement. Et quand on voit au Dahomey, on peut en citer, il y en a eu beaucoup. Et il ne faut pas oublier que souvent, on est aussi de culture matriarcale, hein, où le pouvoir, c'est quand même les femmes qui les gèrent ou la femme. Donc je pense que quelque part, nous pensons que c'est une innovation, alors qu'à la vérité, c'est un retour à la vérité à notre culture ancestrale. Donc moi, je dirais que... dont on ne parle pas assez. Donc je dirais que ce qui se passe en Éthiopie, d'ailleurs l'Éthiopie, c'est un phare, hein, ça a toujours été un phare, l'Éthiopie. Voilà, donc c'est qu'un retour, je dirais, de la justice même, de ce qui doit être. Donc j'encourage, sachant que la vertu n'est pas toujours facile, j'encourage ce qui se passe en Éthiopie et j'encourage cette maturation de la démocratie en Afrique et j'espère que les années qui viendront feront en sorte que nous puissions avancer à notre rythme, mais efficacement dans la consolidation des libertés. Et ça, l'un des défis à relever, c'est la valorisation de la fonction enseignante. Ces gens qui triment au quotidien pour transmettre le savoir à nos enfants. Il faut valoriser l'enseignant, il faut valoriser l'école, il faut former et instruire nos enfants. Nous avons une pensée spéciale, puisque je l'ai vu pendant cette année qui s'achève, beaucoup de tensions sur les campus universitaires, une pensée spéciale aux étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis à Dakar qui ont vu un de leurs camarades tomber sous les balles d'un policier indélicat, mais j'aurais pu parler aussi des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi qui et de Kinshasa aussi. Et de Kinshasa qui se battent pour conserver le droit à manifester et les franchises. Oui, il faut parler aussi des étudiants de Brazzaville, gazés chaque fois qu'ils veulent manifester pour leur bourse. Il faut comprendre et donner la parole aux jeunes. Donner la parole aux jeunes et c'est absolument le pari que le Rwanda a fait en accueillant l'une des plus grandes universités, le Carnegie Mellon, une université américaine, l'Institut mathématique et d'autres instituts commencent à venir au Rwanda. L'avenir de l'Afrique dépend de ses enfants, dépend de l'école d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut respecter les enseignants. Il faut donner les moyens à l'école d'accomplir sa mission. Merci. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux tout au long de l'année à suivre. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos soutiens. On se revoit début janvier pour une nouvelle série de Politicia. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos familles et bonne fête à toutes et à tous. À bientôt. Merci à vous. Merci.